Bonjour à tous et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire de présentation des fonctionnalités et applications du logiciel César. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Emmanuel Bourgeois. Bonjour Emmanuel. Donc Emmanuel Bourgeois qui est responsable du solver César au sein de l'université Gustave Eiffel et qui interviendra sur la partie un peu plus théorique de ce webinaire, sachant qu'aujourd'hui, nous allons aborder la stabilité des ouvrages géotechniques, qui va nous amener à présenter essentiellement la recherche de coefficients de sécurité à travers la méthode appelée réduction CFI. Donc pour resituer ce contexte, on est donc sur dans le cadre de la méthode des éléments finis, on reste sur des outils qui sont aujourd'hui reconnus, enfin du moins un recours courant pour la conception des ouvrages géotechniques dans le cadre normatif comme l'Eurocode 7. Donc cette méthode permet de prendre en compte des géométries complexes, on sait, et de représenter une grande variété de procédés de construction comme les tirants, butons, phasage et ainsi de suite. Donc elle présente un intérêt avéré pour les états limites de service en permettant d'évaluer les déformations des ouvrages et des massifs qui les entourent. Et puis donc, à travers ça, c'est obtenir les tassements du sol, les déplacements séquentiels avec l'avancement des travaux ou encore des interactions avec les avoisinants. Mais l'objectif dans le cadre d'approches de conception Eurocode 7, on doit aussi aborder les vérifications aux états limites ultimes. Généralement, cette problématique est abordée par des méthodes classiques type équilibre limite, méthode équilibre limite ou d'analyse limite. Mais on peut également utiliser la méthode des éléments finis pour ce type de calcul. Pour deux raisons. D'une part, parce que, comme on l'a cité préalablement, la méthode des éléments finis permet de prendre en compte la complexité des ouvrages réels, donc une meilleure approche que les méthodes classiques. Et puis, par commodité également, puisque une fois que l'on a fait son modèle pour vérifier ses ELS, il est pratique de passer aux ELU. Donc, dans ce cadre-là, les éléments finis vont nous apporter deux résultats dans le cadre de leur utilisation. Tout d'abord, calculer un facteur de sécurité, puis également représenter un mécanisme de rupture. Aujourd'hui, les méthodes existantes pour ces états limites, c'est dans le cadre des éléments finis, c'est la recherche d'une charge limite, ce qui va plutôt être relié, par exemple, à la recherche d'une portance. Et puis, l'intérêt également des éléments finis, donc c'est cette fameuse méthode de réduction CFI, l'objet du webinaire, qui permet de réduire les résistances et d'obtenir des facteurs de sécurité sur les ouvrages. Donc, notre objectif ici est multiple. La méthode réduction CFI existe depuis plusieurs versions dans le logiciel, mais on voulait aujourd'hui faire un point de mise en œuvre de cette méthode dans le logiciel César, et puis également vous apporter quelques règles d'application dans sa mise en œuvre et de validation. Donc c'est ainsi que va s'articuler le webinaire. Donc je vais donner la parole à Emmanuel pour qu'il vous présente quelques rappels sur la méthode de réduction CFI. Et puis après, je reprendrai la main pour quelques recommandations et exemples de mise en œuvre. Voilà, donc Emmanuel, si tu es prêt, je te donne la main. Merci. Alors voilà, je vais faire un petit exposé introductif pour rappeler un peu les enjeux, le principe de la méthode, ce qu'on cherche à calculer, et puis
comment ça a été implémenté dans César, sachant qu'il y a potentiellement plusieurs façons de s'y prendre. Donc, 2 mots sur la sécurité des ouvrages. Et dans César, on prend la question de la CFI-réduction sous l'angle, en fait, d'un cas particulier de calcul élastoplastique. Donc, je vous rappellerai comment on traite les déformations et plastiques de manière générale, comment on peut adapter le déroulement du calcul pour faire de la CFI-réduction. Et puis, je présenterai quelques conclusions, des conclusions générales et puis des conclusions plus spécifiques à César. Voilà, pardon. Pour ce qui concerne la sécurité des ouvrages, l'idée c'est donc de caractériser la sécurité d'un ouvrage par un seul nombre. On va appeler le facteur de sécurité, que je vais appeler FS dans la suite. Donc on comprend que ça c'est une approche qui est pratique et commode d'un point de vue ingénieur. Si j'ai un seul nombre pour décider si ça tient ou non, c'est vrai que c'est une réponse satisfaisante, facile à manipuler, à utiliser. L'idée c'est que le facteur de sécurité doit être plus grand que 1, et puis en pratique, les règlements peuvent bien sûr vous encourager en fait à avoir une marge plus grande que ça. C'est-à-dire qu'on peut vous demander d'avoir un facteur de sécurité de l'ordre de 1,2, 1,3 pour une porte par exemple. Enfin, ça dépend de l'ouvrage, ça dépend du règlement. D'accord. Donc, on cherche à évaluer ce facteur de sécurité et à prouver qu'il est supérieur à la valeur requise. Pour un ouvrage simple, on peut s'y prendre de différentes manières, mais pour un ouvrage complexe qui est construit par phase, en fait, il s'agit de s'assurer qu'on a un facteur de sécurité suffisant à chaque phase de construction. Et donc, une approche possible, ça consiste à dire, je vais calculer de manière directe toutes les phases de construction, les déplacements à chaque étape, et puis je vais faire ça avec un calcul élastoplastique, en général, c'est ça qu'on fait. Et puis, pour étudier la sécurité, je vais, entre guillemets, arrêter le calcul à chacune des phases pour évaluer la sécurité dont je dispose. Bon, alors ça, c'est l'idée générale. Comment on fait ça? Je considère que j'ai conduit le calcul jusqu'à une certaine phase, et puis je vais m'intéresser aux contraintes que j'ai calculées pour cette phase-là. Et je regarde ce qui se passe si je réduis les caractéristiques de résistance des sols. En général, donc, le principe, c'est de réduire la cohésion et l'angle de frottement de la manière suivante. On réduit en fait C et tangente phi en les divisant par le même nombre. Et je teste en fait. Et l'idée, c'est de voir quelle est la plus grande, le facteur de sécurité qui m'intéresse, c'est la plus grande valeur de F pour laquelle je vais réussir à trouver un nouvel état d'équilibre qui est compatible avec les caractéristiques réduites C raid et phi raid. Bon alors, comme je le dis en bas là, en fait, ce n'est pas la seule approche possible pour étudier la marge de sécurité dont je dispose. C'est la plus répandue actuellement, ça c'est vrai. En fait, son succès, c'est le fait qu'elle est très polyvalente. En fait, je peux faire plein de choses, étudier vraiment des ouvrages complexes, alors que avec d'autres méthodes, ça peut être relativement moins facile à faire. Donc, c'est son côté couteau suisse, quoi, le fait qu'elle s'adapte à de très nombreuses situations qui fait le succès de la CFI-réduction, à laquelle on peut trouver d'autres inconvénients par ailleurs. Alors voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on va se baser, en tout cas dans César, sur une succession de calculs de type élastoplastique. Donc je voulais faire un petit rappel sur l'élastoplasticité. On résout des équations qui sont des équations de mécanique. Donc j'ai une équation d'équilibre et puis une loi de comportement. Et dans le cas de la plasticité, on dit que les contraintes sont reliées à la partie élastique des déformations. Donc c'est la différence entre les déformations totales epsilon et les déformations plastiques epsilon p. Et puis, le principe de la plasticité, c'est que les contraintes ne peuvent pas sortir d'un domaine élastique qu'on caractérise par la condition F de sigma négatif, c'est l'équation sur la deuxième ligne, là. Mais visuellement, à droite, ça veut dire qu'il faut rester à l'intérieur du domaine élastique qui est mon triangle bleu sur la figure à droite, qui correspond à un critère bien connu, qui est donc celui de Moore-Coulomb. J'ai une relation entre contrainte normale et contrainte de Cisagne.
D'accord, donc l'élastoplasticité, c'est j'ai une limite que les contraintes ne peuvent pas dépasser, un domaine au-delà duquel je ne peux pas aller. Alors, si vous reportez la deuxième équation dans la première, puis vous réorganisez un tout petit peu, vous faites apparaître, oui, j'ai oublié de dire qu'il y a des conditions limites à prendre en compte, bien sûr. Je réorganise un tout petit peu, je trouve l'équation là où il y a epsilon à gauche, et puis Roger et epsilon p à droite. Et en termes d'éléments finis, ça va me conduire à un système du style KU égale F plus FP. K, c'est la matrice de rigidité, hein, c'est courant dans le contexte des éléments finis. U, c'est des déplacements. F, c'est des forces de volume, donc le rejet, plus des forces surfaciques, des pressions appliquées, par exemple, éventuelles. Et puis, j'ai mis à droite un terme FP qui correspond à la contribution des formations plastiques. Et l'originalité du truc, c'est que je ne les connais pas a priori. C'est une inconnue, en fait, à déterminer au même titre que les déplacements. Bien. Alors, dans les problèmes non linéaires, qu'on ne sait pas résoudre directement, eh bien, la démarche générale, c'est de faire des itérations. Et ici, le schéma, c'est le suivant. Les déformations plastiques, je ne les connais pas, a priori, donc je les prends nulles pour les initialiser. Et puis, je vais faire des itérations. À chaque itération, je résous mon problème en prenant les déformations plastiques à l'itération précédente. Donc, pour l'itération 1, c'est 0. Je résous mon problème, et puis je calcule en chaque point d'intégration de chaque élément du maillage, je calcule les contraintes correspondantes, le sigma étoile, là, qui est égal à C fois epsilon moins epsilon p à l'itération précédente. Alors, c'est ce que j'ai représenté dans la figure de droite. Là, je pars d'une contrainte initiale sigma ini qui est à l'intérieur du domaine élastique. Et puis, il y a deux solutions. Soit mon sigma étoile est à l'intérieur du domaine élastique, c'est la situation que j'ai représentée en vert. À ce moment-là, je ne fais rien parce que je respecte ma condition que je dois être à l'intérieur du domaine élastique. Et puis, il peut y avoir des points où sigma étoile sort du domaine bleu. Et du coup, pour se ramener pour respecter la condition que de sigma doit être négatif ou nul, pour se ramener à l'intérieur du domaine, je vais faire une correction. Donc, je vais calculer des contraintes corrigées que j'ai appelées sigma corps. Et alors, il y a plusieurs façons de calculer cette chose-là en fonction de la loi d'écoulement en particulier, de l'angle de dilatance par exemple. OK. Alors, quand je fais la correction de contraintes, j'ai des nouvelles contraintes, mais j'ai aussi des nouvelles déformations plastiques qui vont me servir pour l'itération suivante. Et en pratique, le calcul fonctionne de la manière suivante. La correction que j'ai faite sur les contraintes, je la convertis en force nodale FP du transparent précédent. Bon, ok. C'est comme ça que ça marche. Alors, pourquoi ça ne marche pas en une seule itération? En fait, quand je fais la correction de contrainte, je ne respecte plus l'équilibre global. Et ma correction, là, elle se traduit par des forces nodales. Et donc, je reporte le déséquilibre sur les nœuds. Et les nœuds, ils appartiennent à des éléments voisins. Et donc, de proche en proche, je peux impliquer dans le processus de déformation plastique des éléments sur une zone de plus en plus étendue. Et je peux avoir des nouveaux points d'intégration qui sont soumis à des corrections au fur et à mesure des itérations. Bon. Comment on décide que ça converge? Il faut un critère d'arrêt. Donc, ça veut dire que mes corrections, il faut qu'elles deviennent petites au bout d'un certain temps. Alors, il faut décider quel seuil correspond à petit. Et puis, au bout d'un certain temps, il faut dire combien d'itérations j'autorise pour mon processus. Bon, voilà, c'est les ingrédients de la méthode. Et si vous avez un chargement trop grand, ça ne converge pas, en fait. Hein. Vous pouvez mettre autant d'itérations que vous voulez, ça tourne en rond, ça finit, les forces plastiques ne deviennent jamais petites, jamais assez petites. Ça veut dire que vous avez dépassé la charge limite de la structure. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche, l'élastoplasticité. Et l'idée de la Ceffi-réduction, c'est de généraliser, de reprendre ce fonctionnement-là. À gauche, le fonctionnement classique que je viens de vous expliquer, je charge la structure, les contraintes dans certains points sortent du critère, je les projette et ça fait une moulinette, un processus itératif. La Ceffi-réduction, c'est un peu différent. J'avais un état de contrainte initial qui était à l'intérieur du critère. Le critère, au départ, c'est les deux droites pointillées, par exemple. Et puis, je réduis le domaine élastique. Je le réduis par
le procédé qu'on a vu tout à l'heure, on divise C tangente phi par un certain nombre plus grand que 1. Je réduis le domaine élastique, il peut y avoir le point vert, il reste à l'intérieur du triangle bleu, je ne fais rien. Le point rouge, sigma ini, il était par exemple sur le trait pointillé, donc il était sur le bord du domaine élastique initial. Quand je réduis mon domaine, eh ben, il sort. Et je suis à nouveau obligé de faire des corrections pour revenir à l'intérieur du domaine une fois que je l'ai réduit. D'accord? Donc, le moteur ici de mon processus itératif, c'est le fait que des points qui étaient sur le bord du critère se retrouvent à l'extérieur une fois que j'ai réduit mon domaine élastique. Sinon, une fois qu'on a compris ça, je vais pouvoir initialiser un processus élastoplastique. Et je vais déclencher parce que j'ai réduit mon domaine élastique. Il faut voir que je ne suis pas en train de parler d'un matériau dont la résistance diminue. Ce n'est pas ça qu'on fait. On essaye plutôt de juger la marge de sécurité qu'on a pour un ouvrage. Donc en fait, il faut voir ça plus comme un artifice mathématique. On n'est pas en train de parler de vieillissement de matériaux. Physiquement, ce qu'on fait, ça ne correspond pas à grand-chose. C'est vraiment mathématiquement, je cherche à avoir une caractérisation de la sécurité avec un vecteur de sécurité unique. Du coup, on peut se demander si le champ de déplacement qu'on veut obtenir à la fin représente quelque chose. Et j'attire votre attention là-dessus, c'est pas évident, hein. On peut trouver des logiciels qui vous donnent à la fin de la CFI réduction des déplacements qui font des mètres, des dizaines de mètres, des kilomètres, pourquoi pas. On est bien d'accord que ça représente rien, hein. Ça n'a pas de statut. Le champ de déplacement qu'on a obtenu n'est pas la solution de j'ai pris une structure, j'ai mis un chargement dessus et j'ai obtenu telle déformation. C'est autre chose. C'est le résultat d'une analyse numérique. Par contre, vous obtenez des contraintes qui sont compatibles avec l'équilibre et avec les caractéristiques de résistance réduite. Donc celles-là, elles ont quand même un statut physique clair, une légitimité physique claire. Et puis, il n'y a pas de raison. Tout à l'heure, je vous ai dit, si vous appuyez trop fort en élastoplasticité, ça ne converge pas. Ben, inversement, là, si je réduis trop le domaine élastique, ça ne va pas converger non plus. Alors, c'est pas grave. En fait, c'est justement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir jusqu'où je peux réduire C tangente phi et obtenir quand même une solution, c'est-à-dire un processus qui converge. L'idée, c'est que je teste une valeur donnée de f, je divise C par f et tangente phi par f. Ça déclenche mon processus itératif. Si ça converge, ben, ça veut dire que f est plus petit que le facteur de sécurité que je cherche. Parce qu'en fait, le facteur de sécurité, j'ai décidé que c'était la plus grande valeur pour laquelle ça converge. C'est comme ça que je l'ai défini. Si ça ne converge pas, ça veut dire que f est trop grand, enfin est plus grand que le vecteur de sécurité que je cherche. Voilà, donc ça c'est super, parce que ça veut dire que je peux chercher de manière itérative la valeur de fs. Hein. Si f est trop petit, je l'augmente un peu, si f est trop grand, je le diminue un peu. Alors dans César, l'algorithme de recherche de la meilleure valeur de f est très simple, c'est juste une dichotomie. On vous demande de donner un intervalle de recherche, et puis on découpe l'intervalle en deux à chaque fois, et selon que ça converge ou pas, ben, on augmente ou on diminue. Alors le problème, c'est que ça peut être un peu long à faire, et donc ce qui est astucieux, c'est d'avoir les moyens de décider rapidement, sans faire toutes les itérations maximum à chaque étape, décider rapidement si ça va converger ou pas converger. Enfin, si on est sûr que ça va converger ou si on est sûr que ça ne va pas converger. Là, il y a un petit algorithme pour essayer de faire ça. On a privilégié, disons, la robustesse plutôt que la rapidité. C'est assez rare que ça arrive, mais c'est assez rare que cette détection soit prise en défaut. Voilà. Donc, je vais arriver à la conclusion. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans César, la CFI réduction est traitée par des calculs élastoplastiques classiques finalement. Il y a deux processus itératifs qui sont emboîtés. Je recherche de manière itérative la plus grande valeur de f pour laquelle ça va converger. Et je m'arrête quand deux valeurs successives de f sont suffisamment proches. Hein, on ne va pas demander une précision d'un centième de pourcent sur un facteur de sécurité, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, vous fournissez également dans César la précision que vous souhaitez sur le facteur de sécurité.
Et puis, il y a un deuxième processus qui est, une fois que j'ai choisi la valeur de f, donc je divise C tangente phi par f et je fais mon petit calcul élastoplastique. Dans César, je repars des contraintes de référence à chaque fois, du calcul que j'ai obtenu dans mon calcul de LS classique au départ. À nouveau, pour ce processus-là, il faut un critère d'arrêt. C'est un critère ici sur le résidu, c'est-à-dire en fait sur le fait que les forces nodales doivent devenir suffisamment petites. Les corrections nodales que je fais à chaque tour doivent devenir suffisamment petites. Alors ça, c'est l'approche dans César, mais en fait, on pourrait imaginer d'autres façons de traiter la chose. On n'est pas obligé de faire de l'élastoplasticité. Il y a des gens qui font de l'analyse limite directement. Il y a des logiciels qui font de la programmation conique, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas la seule approche possible pour ça. Pour mon processus itératif extérieur, là, celui sur FS, on pourrait imaginer quelque chose de plus performant, plus efficace que la dichotomie. Pour le moment, en fait, le bénéfice concret n'est pas énorme. Avec la dichotomie, ça a le mérite d'être systématique et enfin, c'est robuste, quoi. C'est difficile de se tromper en faisant une dichotomie. Et il y a d'autres stratégies qu'on pourrait imaginer pour les critères d'arrêt, notamment pour le critère du deuxième processus, le processus à l'intérieur de la boucle. On pourrait éventuellement imaginer quelque chose de plus astucieux qu'un critère sur le résidu. À nouveau, on a privilégié jusqu'à présent la robustesse. Il y a d'autres logiciels qui vous proposent de faire une seule boucle et pas deux. Et puis, on pourrait imaginer des choses plus souples où, par exemple, au lieu de revenir aux contraintes de référence à chaque fois que je change de valeur de f, je pourrais éventuellement partir de moins loin, des choses comme ça. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une grande variété d'algorithmes possibles quand même. Et les différents logiciels que vous pourrez éventuellement rencontrer ou comparer ne fonctionnent pas tous de la même manière. C'est pour ça que j'en parle. Des conclusions générales sur le facteur de sécurité que vous obtenez a un sens qui est clair, hein, on sait ce que c'est. Voilà. Les contraintes aussi, vous avez un champ de contraintes qui est en équilibre et qui respecte les caractéristiques de résistance, c'est déjà pas mal. Par contre, le déplacement que vous sortez, il faut se méfier d'une interprétation, il ne faut surtout pas prendre pour argent comptant des dizaines de mètres. C'est beaucoup lié à des réglages du logiciel, par exemple. C'est plus qualitatif, quoi. Les déplacements, il ne faut pas les prendre en valeur absolue. Une chose que des tas de gens ont remarqué, et je ne le formule pas de manière assez précise pour que ça soit toujours vrai, donc il y a une idée à creuser. Il y a des gens qui ont fait remarquer que pour des angles de frottement qui sont grands, on a des difficultés à faire fonctionner la méthode. Ça, c'est pas lié à César, les autres logiciels ont le même problème. On a des difficultés à avoir une solution dans ces cas-là. Bon, c'est quelque chose que vous observerez aussi. Il y a des réflexions en cours par des gens très, très forts là-dessus. Moyennant quoi, on peut quand même avoir confiance dans la méthode parce qu'elle donne des résultats cohérents avec une grande diversité d'algorithmes. Et puis aussi, quand on peut comparer avec des méthodes classiques, des méthodes à la main ou des méthodes analytiques, en général, on est très cohérent. Donc ça, c'est quelque chose qui donne une légitimité à la méthode. La méthode est plutôt à employer dans le cas d'une loi d'écoulement associée. Il y a des tas d'articles aussi sur le traitement du cas non associé, et pour le moment, les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc, j'attire un peu votre attention là-dessus. Une autre chose qui est importante, une idée qui est chère à Sébastien Burlon notamment, c'est que on dégrade en général la résistance de la partie, enfin des éléments de sol dans le maillage, et puis les structures, par contre, on suppose qu'elles restent élastiques. Et du coup, vous risquez d'avoir le sol qui se repose complètement sur les structures élastiques et vous risquez d'obtenir des solutions où les efforts dans les structures sont énormes. Et donc, il faut quand même vérifier qu'on ne dépasse pas des valeurs acceptables, raisonnables dans les structures. Ça, c'est un piège. On peut dire des bêtises à cause de ça. Fondamentalement, la méthode se limite aux lois de comportement parfaitement plastiques, donc sans écrouissage. Donc, en général, on dit, si j'avais de l'écrouissage, ben, je vais prendre directement comme critère de plasticité la surface de rupture ultime et faire mon massif réduction comme ça.
en tuant l'écrouissage et en adoptant partout la résistance maximale. Et ça, c'est une question qui interroge certains chercheurs qui se demandent du coup si c'est vraiment raisonnable de considérer qu'on peut mobiliser partout la résistance maximale en même temps. Et donc, du coup, il y a des situations où ça peut être légitime, enfin justifié, de réduire la résistance que dans certaines zones du maillage. Ce n'est pas le cas le plus courant, mais c'est intéressant de le mentionner, je pense. Pour ce qui concerne César, l'approche qu'on propose marche bien en 2D comme en 3D, hein, c'est la même. Comme je vous ai dit, on a fait des choix d'algorithmiques qui sont pas forcément les plus... qui donnent pas forcément les temps de calcul les plus courts. Par contre, on estime que c'est quand même robuste, parce qu'on voit ce que l'algorithme est en train de faire, c'est relativement simple et de bon goût. Et puis forcément, je vous ai expliqué qu'il y a des critères d'arrêt dans mes deux processus itératifs, notamment le deuxième, celui des formations plastiques. Forcément, les résultats que j'obtiens vont dépendre un peu des paramètres de convergence, des réglages de cet algorithme-là. Donc la tolérance que j'admets sur les forces plastiques et le nombre maximal d'itérations que je tourne. Voilà, j'en ai terminé sur ces considérations un peu générales sur la méthode de Cepheid-réduction. Je vous remercie pour votre attention et je rends la main à David. Merci Emmanuel pour ces rappels théoriques présentant la méthode Cepheid-réduction. Et donc, je vais reprendre la main pour présenter maintenant comment appliquer cette méthode, et en commençant par présenter quelques recommandations. Emmanuel vous a déjà introduit certaines règles d'usage, je dirais. Donc, les recommandations que l'on a, que je vous présente ici, on les a émises en reprenant une étude paramétrique basée sur les travaux de M. Magnan et Meyer en 2018 lors d'un article pour les JNGG. Donc, étude paramétrique qui nous a permis d'évaluer l'impact de différents choix de modélisation tels que le type d'éléments finis, la densité de maillage et également la précision du processus itératif. Donc, ça amène à ces quelques recommandations. Tout d'abord, il s'avère que la diminution de la taille des éléments du maillage va faire diminuer le facteur de sécurité. Donc, on voit ici sur ces deux exemples d'une pente simple, hein, avec une densité d'1 mètre triangulaire à gauche et densité quadrangulaire et de 0,25 mètres à droite. Vous voyez qu'on a une certaine influence dans l'ordre de 10% sur ce coefficient. Donc déjà, première règle à retenir. Seconde recommandation concernant le processus itératif, vérifier que la tolérance que l'on préconise généralement 1 pour 1000 soit bien le réglage du logiciel, sachant que l'augmentation de la tolérance va augmenter le facteur de sécurité également. Troisième recommandation, donc Emmanuel l'a abordé, c'est qu'il faut un nombre suffisant d'itérations. Donc, c'est pareil, dans les réglages du logiciel, par défaut, ça va être entre 500 et 1000 itérations. On juge que c'est suffisant pour obtenir la qualité sur le facteur de sécurité. Bien évidemment, on sait déjà pour les ELS, mais d'autant plus vrai que le phasage de construction va fortement impacter la valeur du coefficient de sécurité. Donc, envisager aussi divers scénarios peut mener à différentes valeurs de coefficient de sécurité.
Et puis enfin, comme on le verra également en conclusion sur un des exemples présentés, il faut que l'utilisateur ait toujours un œil critique par rapport au mécanisme de rupture obtenu, sachant qu'un même modèle pourrait potentiellement susceptible de générer plusieurs mécanismes. Et puis enfin, retenir que les déformations obtenues donnent une indication de la forme du mécanisme de rupture, mais encore une fois, qu'une indication ne retiendra pas les valeurs en intensité. Alors sur cette base, nous avons mené un certain nombre d'exemples de validation. Le premier exemple présenté est un remblai soutenu par un mur. C'est un benchmark qui a été réalisé par DGGT. Donc DGGT, c'est le CFMS allemand. Donc, qui a travaillé sur cette problématique de réduction, des processus de CFI-réduction dans divers logiciels. Donc, il a été établi un modèle tel qu'on le voit ici en géométrie. Donc, en fait, c'est la construction d'un mur poids avec un remblai derrière en plusieurs phases de 2 mètres. Et le benchmark a également concerné, également pris en compte différentes caractéristiques de sol. Donc, on va avoir soit un massif entièrement en sable, soit un massif entièrement en marne, soit également un massif mixte où le remblai serait en sable et l'assise en marne. Donc, on a reproduit, on a réalisé ce benchmark sur des modèles 2D et également 3D pour conduire à ce tableau de synthèse qui présente donc les coefficients 2D, réalisés en 2D ou 3D pour de sable et marne ou encore des marnes. On voit qu'entre le 2D et le 3D, on a une très bonne concordance des résultats. Donc, le processus est relativement stable 2D et 3D. Et puis, confronté aux résultats de l'exercice, on voit qu'on est dans l'intervalle des résultats obtenus, avec plutôt on est plutôt dans la moyenne, voire borne haute de ces intervalles obtenus. Donc, premier exemple concret, donc d'exemple d'exploitation de la méthode CFI-réduction. À noter que, quand même, il est important de voir qu'on a des interfaces sur l'ouvrage, là, en béton. Dans le cadre de l'exercice, elles sont restées adhérentes. Il n'y a pas eu de prise en compte de l'interface, puisque derrière l'interface se pose aussi également la façon de traiter l'interface par le logiciel. Deuxième exemple, qui est maintenant un talus multicouche. Ici, l'objectif, également basé sur un exemple traité de façon analytique. L'exercice ici était plutôt de prendre en compte diverses natures de sol et de s'assurer que le processus itératif, entre guillemets, gérait bien chaque nature de sol distincte et donc permettait de reconstruire le processus de rupture. Donc, on a ici un motif assez hétérogène avec 3 types de sols. On l'a reproduit, donc, encore une fois, en 2D et 3D dans César, et on le compare ici à, d'une part, un logiciel, donc RS2, élément fini, et également à 2 méthodes analytiques que vous connaissez bien sûr, Bishop et Jambeau. Donc, on voit que on est tout à fait dans l'ordre de grandeur de ces références avec César, et encore une fois, avec une très bonne concordance entre les résultats obtenus en 2D et 3D. Sur la figure de gauche, vous voyez là le processus obtenu. Alors, la représentation des déformations totales obtenues qui illustre bien, donc c'est
le mécanisme de rupture à travers les 3 couches. Dernier exemple, et sur lequel je vais passer un peu plus de temps, puisque je vais le traiter également en application. Donc, c'est introduire maintenant une nappe. Donc, on a également un exemple de référence. Ces exemples de référence peuvent paraître un peu âgés, mais voilà, ce sont des exemples qui ont été traités également de façon analytique et très bien décrits, donc il est aisé également de les reprendre et de les traiter avec le logiciel. Donc, on a ici nos données de perméabilité mécanique pour un talus relativement simple avec donc une nappe qui va varier à l'intérieur du talus jusqu'à un niveau en pied de talus. Donc, on a reproduit également cet état avec CEDAR en 2D comme en 3D. Vous voyez ici la synthèse des résultats obtenus en 2D et 3D, comparés donc à la valeur de référence de 1,11, donc tout à fait en adéquation avec ce résultat analytique de référence. On distingue également dans César, et je vais revenir dans l'application du logiciel, deux états qu'on appelait WTB et ID. En fait, dans un des cas, on va définir la nappe géométriquement, c'est-à-dire qu'en se basant sur la position ici que l'on voit sur le schéma, on peut très bien définir la nappe par trois segments de droite qui vont représenter la surface libre. Par contre, on a également la possibilité de mener un calcul en écoulement, en régime permanent, et vraiment obtenir, sur la base des données hydrauliques, une surface libre qu'on va appeler exacte, qui représente après calcul cette surface libre. Et donc, on va pouvoir ensuite injecter comme pour l'établissement des contraintes effectives dans le talus. Donc, c'est cet exemple que je vais traiter, ce qui va nous permettre d'aborder donc à la fois l'aspect, bien sûr, stabilité mécanique, mais également on va voir comment traiter avec le logiciel l'import d'un niveau de nappe. Donc, on est ici sur Emmanuel, tu me rassures, on voit bien l'écran. On voit bien le logiciel à l'écran. D'accord. Vous avez juste aussi. Merci. Donc, comme je disais, on commence par définir la géométrie, qui est relativement simple. Ici, on a défini une grille de 5 mètres, mais on ne va pas forcément s'appuyer dessus, puisqu'on va renseigner donc différents points avec l'outil de construction de points liés, donc définir les différents points qui sont constitutifs. Là, on reprend tel quel les données de l'exercice de référence. On a une pente de 1 pour 1,5. Et puis bon, bien sûr, on peut toujours utiliser les outils interactifs pour aller d'une droite à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est notre talus. Je lui donne, juste pour rappeler les outils qui peuvent permettre de définir ici les couleurs, ici également un outil de cotation. Voilà. Donc, on va ensuite s'intéresser au maillage. Donc, le maillage, on va faire un maillage uniforme, découpage de 2 mètres partout, pour ensuite remplir en interpolation quadratique, triangle. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle élément fini sur lequel on va maintenant s'appuyer pour créer un premier calcul hydrogéologie. Donc, c'est un problème plan, on va exploiter le modèle
NSAT, pour définir donc en propriété de notre massif donc les perméabilités X-5, donc un rapport de 1 entre les deux perméabilités. Coefficient d'emmagasinement, comment on va travailler en régime permanent? On va laisser à 0. Donc on l'applique à notre massif. Les conditions limites, donc on vient imposer les conditions hydriques. Donc là on a une charge de 15 mètres en pied de talus. Et dans le talus, on est à 32 mètres de charge. Voilà. On n'a pas d'autres conditions limites, de chargement non plus. Les chargements pourraient être des flux ou des débits imposés. Donc, en termes de calcul, juste pour les paramètres, pour y passer, voir que c'est ici qu'on va définir en fait le régime permanent ou transitoire. Donc ici, on est en permanent. De fait, bon, on n'a pas à piloter les conditions limites, hein, ce qui pourrait être le cas si on faisait un régime transitoire, modifier les niveaux de nappe. Ce qui va m'intéresser, par contre, c'est stocker ce champ-là, puisque je vais calculer mon champ de pression pour l'importer ensuite dans mon calcul mécanique. Voilà, donc je peux maintenant procéder au calcul. Et regardez les résultats. Donc, on va voir des résultats classiques en termes de charge. Voilà, on peut après paramétrer cela avec les isovaleurs qu'on veut les voir, par exemple, les lignes d'isovaleurs. Voilà. Et puis également, je souhaite voir retracer justement la nappe, donc la surface libre. Alors pour cela, je vais, dans l'état actuel du logiciel, je vais utiliser une petite astuce qui va être de venir en fait tracer les quelques valeurs de pression autour du point 0. Voilà, donc on a ainsi de la sorte la position, on retrouve bien la position de la surface libre. Donc ça, c'est mon premier modèle. On va enregistrer cela. À ce niveau-là. Premier modèle donc, que je vais maintenant exploiter dans mon premier calcul qui va consister à initialiser donc, mes contraintes initiales effectives. Donc là, on est en déformation plane, on va faire un phasage, et puis donc, on n'est pas sur les contraintes géostatiques, mais je vais définir justement un champ de contraintes initiales avec une option WTB. Dans les propriétés des blocs, je viens donc définir mes caractéristiques mécaniques du sol. Donc, alors là, je reprends tel quel les données de l'exemple, donc des valeurs prédéfinies, en roue, nu, enfin coefficient de Poisson et module. Et puis j'associe donc à l'élasticité linéaire isotrope un critère de Morcoulon. J'ai une cohésion de 42 kPa et un angle de frottement de 15 degrés. Je l'applique à mon cycle de sol. En termes de conditions limites, là également, rien de particulier. On vient appliquer des conditions limites qui vont bloquer les déplacements horizontaux sur les phases verticales et bloquer en base les déplacements horizontaux et verticaux. Maintenant, en termes de chargement, c'est ici qu'on va venir définir donc, la nappe pour établir le chargement en contrainte associé. Donc, il pourrait être, ça pourrait être constant, ça pourrait être variable. Donc, variable, c'est ici que je pourrais définir ma nappe par définition de trois segments, donc de définir ma nappe de façon géométrique.
Ici, ce qui m'intéresse, c'est de venir exploiter le fichier donc le champ de pression que j'ai sauvegardé précédemment, donc ce champ-là. Je peux appliquer. Également, donc on me rappelle qu'en l'état du logiciel, je dois définir un poids volumique sec et saturé pour pour que le logiciel puisse établir le poids volumique sec ou réduit pour établir l'état de contrainte effectif. Voilà, donc ça, c'est ainsi qu'on établit ce chargement, prenant compte ici de mon niveau de ma nappe calculé avec mon calcul précédent. Donc, je peux passer ce calcul. Là, il n'y a rien de particulier à en obtenir, mais c'est ce calcul qui va nous servir maintenant de base, bien sûr, pour la réduction CFI. Alors, je vais quand même revenir dans le calcul pour juste montrer qu'ici, on est sur un processus itératif, 500 itérations. Donc, c'est là où on pourrait paramétrer pour réduire les temps de calcul ou avoir une préférence, une tolérance correcte. Bon, là, je la réduis à 10%, 100, pardon, pour le cadre de l'exemple, qui me permet donc de passer ce calcul. Voilà, donc c'est défini. Et puis, je vais créer un autre, j'ai créé un nouveau modèle qui va être donc la phase 2 et qui va être la phase 2 où je vais faire donc ma réduction CFI. Donc, je vais partir de l'état calculé. Donc, pour ce faire, je vais juste reprendre les propriétés du modèle précédent par glisser-déposer. Hein. On peut faire, par exemple, le partage des propriétés des matériaux, des conditions limites, je vais les reprendre également. Et par contre, je n'applique plus de cas de charge puisque, comme l'a présenté Emmanuel, je recherche un nouvel état d'équilibre par réduction des caractéristiques de résistance des matériaux. Donc, ce qui m'importe maintenant, c'est de revenir ici dans le processus, de définir donc ces paramètres, nombre d'itérations, de tolérance. Donc, comme je l'ai dit, là, je fixe à 1 pour 1000 pour réduire un peu les temps de calcul, mais bon, ils sont très rapides dans ce cadre-là. Et par contre, ce qui est important, c'est de définir ici, bien sûr, je souhaite faire ce type de calcul CFI réduction. Vous voyez que c'est ici aussi qu'on aurait le facteur de sécurité, mais c'est pas l'objet de l'exemple. Donc la CFI réduction, on retrouve ici l'algorithme activé ou non que présentait Emmanuel pour arrêter le processus si on détecte une non-convergence. Et puis ici, donc voilà, j'ai un coefficient qui attend autour de 1. Je mets mon intervalle de recherche, alors il peut être beaucoup plus grand, sachant que c'est par dichotomie. Voilà. On laisse le logiciel travailler dans cet intervalle-là. Et puis, donc, la précision, qui elle aussi va avoir, bien sûr, jouer sur le résultat final. Donc là, je le mets à 1%. Voilà. Donc, ces données étant définies, je peux relancer donc les deux calculs. Puis, on va donc voir, rien n'est caché, vous voyez que s'affiche à l'écran, en fait, tout le processus itératif. Donc là, on voit que les itérations ne marchent pas, donc on n'a pas forcément le temps de lire, mais voilà, progressivement, donc par dichotomie, on s'approche de la solution qui est proche. Voilà, on est à 1,11 là. Alors, savoir qu'il y a du temps d'affichage aussi, mais ça peut être optimisé, hein, tout ça. Voilà. Donc, on retrouve en facteur de sécurité finale, donc le 1,
le 1,11 proche de la solution de référence. Alors, si je montre maintenant les résultats pour le modèle calculé en Cepheid-réduction, donc on retient que les déplacements ne sont pas forcément représentatifs, mais par contre que donc c'est-à-dire si on demande des formations de déplacement total, voilà ce que l'on a. En déformé, bon, on a quelque chose qui va dans le sens de la rupture de la pente. Hein. On va plutôt regarder les déformations appliquées ici. On voit qu'elles se répartissent ainsi. Alors, ici, si le coefficient est correct, par contre, l'état de résultat affiché est celui pour lequel on a obtenu la dernière convergence. Ce n'est pas forcément représentatif des mécanismes de rupture, puisque c'est avant la rupture qu'on affiche cela. Donc, c'est pour ça j'anticipe un développement qui est sera introduit dans la prochaine version de César, qui consiste à, alors là je le fais à travers le jeu de données, donc rajouter un mot-clé, tout simplement qui est DLI, mais ça sera une option rajoutée dans les options de calcul de la prochaine version. Ce coefficient, en fait, va me permettre de faire le même calcul, Cepheid-réduction, mais par contre, on va venir stocker les résultats pour le dernier incrément de déplacement avant la dernière itération ayant conduit au critère d'arrêt du processus itératif. Donc ainsi, ce faisant ainsi, on va avoir une meilleure représentation du mécanisme de rupture, sans toutefois retenir ce déplacement comme une valeur de référence, hein, puisque encore une fois, c'est un déplacement qui peut être très grand. Mais par contre, le mécanisme que l'on va représenter sera correct. Voilà, donc on a bien le même coefficient de sécurité, tout le monde ici. Mais maintenant, si je représente le résultat, vous voyez, maintenant le même déformation de traction, eh bien, pardon, la déformation totale ici représentée, on voit bien le mécanisme de rupture. Et si j'accentue un peu la déformée, de sorte, non, c'est dans l'autre sens. Voilà, on voit bien là, en accentuant la déformée, on voit bien maintenant que le mécanisme est correctement représenté. Donc, que l'on a bien à la fois un coefficient de sécurité représentatif de l'état de stabilité de l'ouvrage, mais également que les mécanismes de rupture sont bien représentés. Voilà, donc ce qui illustre, je dirais, la méthode de Cepheid-réduction dans César. Donc, voilà, on retrouve ce coefficient 1,111. Je vous ai présenté une première évolution, donc, qui était l'introduction dans la prochaine version d'un paramètre de représentation des mécanismes. Également, dans la prochaine version, Emmanuel l'a abordé, on proposera également de sortir de la méthode de Cepheid-réduction un certain nombre de groupes qui n'auraient pas pour lesquels on ne souhaite pas procéder à cette Cepheid-réduction. Je vous invite, pour faire suite à ce webinaire, à vous connecter sur le site cesarlcpt.com. Vous pourrez y retrouver un certain nombre de tutoriels, notamment vous avez 2 tutoriels qui abordent la Cepheid-réduction. Donc, vous allez pouvoir être guidé sur la mise en œuvre
de cette EFI réduction. Merci à tous pour votre participation. Puis, vous retrouverez prochainement ce webinaire enregistré en téléchargement ou en visionnage sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous avez donc des questions aussi bien techniques que commerciales pour pouvoir demain utiliser le logiciel dans votre bureau d'études, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt et merci pour votre participation encore une fois.